Bienvenue, aujourd'hui on va regarder l'affaire Cédric Jubilard qui passe en procès bien évidemment, donc très certainement, je vous le dis, il risque d'être libéré et innocenté parce qu'il n'y a pas de preuves, il y a énormément de faisceaux d'indices qu'il aurait ôté la vie à sa femme. Mais pas de corps, pas de preuves directes. Il y a suffisamment d'éléments intrigants pour laisser à penser que c'est lui, mais il n'y a pas de preuves directes. Et c'est pour ça qu'il est enfermé à l'heure actuelle. Maintenant qu'il y a le procès, si à la fin il n'y a strictement aucune preuve directe, il faut savoir que le doute va auprès de l'accusé et donc il sera libéré. Son procès a démarré, on va regarder un petit peu le débrief de cette journée de procès. Et on va aussi recontextualiser cette affaire Jubilard qui est assez intrigante dans les affaires criminelles. C'est ce qu'on pourrait appeler pour l'instant un cold case, le meurtre d'une femme, de sa femme. On ne sait pas où est le corps, on ne sait pas qui est réellement le coupable, et c'est vraiment intriguant. Donc voilà. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, partager, liker pour plus de vidéos de ce genre. Écoutons cette petite vidéo avant que je vous fasse un résumé. Vous avez attiré notre attention sur un détail, Dominique Rizet, c'est-à-dire que Cédric Jubilard est arrivé à l'audience outre son aspect vestimentaire, mais il avait son alliance. On va écouter ce qu'en dit maître Mourad Batik. Mourad Batik, c'est l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard. Peut être filmé, mais exhiber l'alliance comme il l'a fait ce matin, c'est à mon sens, et c'est mon interprétation évidemment, quelque peu problématique. Ça peut être interprété comme un événement, un élément un peu provocateur, et donc c'est toujours très dérangeant dans ce procès où on souhaite de la sérénité et on souhaite que la famille puisse avancer et cheminer le plus sereinement possible. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas Cédric Jubilard, à plusieurs reprises, il a pu tenir des propos provocateurs. Après, est-ce que c'est sa personnalité? Ça n'en fait pas forcément de lui un coupable. Je vous avoue que moi, je n'ai pas forcément d'avis bien précis. J'attends vous en commentaire si quelqu'un connaît le sujet mieux que moi. Et donc, avant de vous faire le résumé de toute cette journée de procès, petit rappel, le 16 décembre 2020 au matin, Cédric Jubilard, il appelle la gendarmerie pour signaler la disparition de sa femme, vers 4 heures du matin. Il avait envoyé à une proche de Delphine un message. « Dis à Delphine de rentrer !» Son interlocutrice lui avait répondu « Non, Delphine n'est pas avec moi. » Les premières recherches des gendarmes mobilisent de nombreux moyens, chiens, des drones, il y a eu des hélicoptères, il y a eu tout, beaucoup de gendarmes. Quelques jours plus tard, le mercredi 23 décembre, près d'1 millier de personnes, dont Cédric Jubilard, ratissent le terrain accidenté de la commune afin de retrouver Delphine Jubilard. Des objets vont être retrouvés, téléphone, couteau, vêtements. Le même jour, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement, séquestration et le dossier est confié aux 2 juges d'instruction du tribunal de Toulouse. Il faut savoir que dans des affaires de disparition criminelle ou autres, souvent c'est les proches, souvent. L'ex, le conjoint, le mari, la famille, etc. Le lendemain, la maison du couple est fouillée par les enquêteurs. Elle l'est à nouveau plus longuement, le 6 janvier 2021, notamment par des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle et de la Gendarmerie nationale. Le téléphone de Delphine Jubilard disparaît avec elle, il cesse d'émettre le matin du 16 décembre dans un rayon de 2 km autour du domicile. Son téléphone sonne pour la dernière fois à 22h55, puis passera sur messagerie à 7h48. Il déclenche alors un relais proche du domicile, mais qui n'est pas le relais auquel il borne habituellement lorsque Delphine est chez elle. La lampe torche du téléphone de Delphine n'a jamais été allumée ce soir-là. Alors, c'est ça qui est assez incroyable, la capacité pour les enquêteurs de savoir beaucoup de choses. Ils sont capables de savoir à quelle heure, à quel moment vous aviez allumé votre lampe torche de votre téléphone. C'est fou, alors que la rue n'était pas éclairée, donc ce qui est quand même problématique. Elle se déplace dans une allée noire où elle active pas, enfin, c'est quand même bizarre quoi. Alors qu'il faisait une nuit noire et que la jeune femme a disparu sans son véhicule. Pourtant, le 13 janvier 2021, un message vide est posté depuis son compte Facebook
dont elle est a priori la seule à détenir les codes. 3 hypothèses sont avancées. Celui d'un bug de l'application, d'un piratage ou encore un dysfonctionnement résultant des investigations des enquêteurs sur le matériel informatique de la disparue. L'hypothèse du piratage aurait été privilégiée par les gendarmes. Le 9 février, le téléphone semble se réactiver, plus précisément Messenger, sans que là encore une explication puisse être avancée. Lors de la conférence de presse, le 18 juin 2021, il est précisé par le procureur que ces réactivations seraient une conséquence technique des recherches informatiques des enquêteurs, ce qui leur a été confirmé par Samsung. Le 28 janvier 2022, les gendarmes en charge de l'enquête disposent désormais d'une grande partie de l'historique des géolocalisations du téléphone de son mari grâce à une réquisition auprès de Google. Delphine Jubilard correspondait sur les réseaux sociaux avec un homme. Entendu par les gendarmes, il est mis hors de cause. Son ex-compagne confirme qu'il était bien à son domicile près de Montauban la nuit de la disparition de Jubilard. Cet homme, surnommé dans la presse le confident de Montauban, affirme en juin 2021 que Delphine et lui projetaient de s'installer ensemble et que la nuit de sa disparition, peu avant 23h, elle lui a envoyé une photographie d'elle en tenue de nuit, douchée et prête à aller se coucher. Tenue qui sera retrouvée lors de la première perquisition dans le bac à linge sale. Ce qui laisse à entendre que Delphine, en résumé, entretenait une relation avec un autre homme et qui aurait rendu jaloux Cédric et aurait décidé de l'éliminer. Écoutez, on va faire une petite pause ici sur l'histoire, on va regarder encore une fois les vidéos du procès et on reviendra pour ceux que ça intéresse plus en détail sur cette affaire-là. Et plus proche de l'enfant ou de l'adolescent. Là, c'est le témoignage de l'avocate. Jubilard aujourd'hui est plus l'enfant qu'il était ou l'adolescent qu'il était? Il paraît être plus l'adolescent, c'est-à-dire que quand même il est globalement décrit comme étant exubérant, volubile, il est parfois dominant, donc oui il y a ça, mais effectivement sur d'autres aspects. Mais notamment au travail, quoi. Il y a quand même des qualités relationnelles qui peuvent être relevées. Et dans ce que vous avez relevé, il y a comme un grand écart, c'est-à-dire qu'on parle de gentillesse, de quelqu'un de vaillant, colérique, manipulateur. C'est un peu le grand écart, la personnalité de Monsieur Jubilard. Il y a des extrêmes au niveau de l'appréciation des gens. Il est gentil, il est roublard, oui. il est bon. Alors il n'y a pas trop d'extrêmes, moi je trouve quand même que globalement, et il est quand même beaucoup décrit, il énerve tout le monde, quoi. Enfin c'est quand même quelqu'un qui n'est pas une personnalité lisse et qui est plutôt agaçant. Voilà. En revanche, effectivement, lorsqu'on le dit manipulateur, effectivement, je pense qu'il a pu l'être sur des moments où on est prêt à le pincer, il n'a pas envie. En revanche, je trouve que c'est quelqu'un qui ne ment pas sur sa personnalité, c'est-à-dire ce qu'il expose, c'est ce qu'il est, et c'est même ce qu'on reproche. Il est agaçant. C'est ça. Sans filtre. C'est quelqu'un qui est sans filtre, effectivement, il le dit. Moi, je suis un connard et j'assume. Qui peut être clivant aussi, peut-être par rapport à l'entourage. C'est quelqu'un il a une personnalité clivante, qui fait des repas de sentiments uniques. Est-ce qu'il est clivant? Pas tant que ça. Moi, je trouve que globalement, c'est quelqu'un qui agace, en fait, quand même. Voilà. Après, il faut aller vraiment chercher dans les milieux professionnels pour aller trouver, des qualités, qui peuvent être pointées par son entourage proche et amical, à part ses copains d'enfance, effectivement. Je fais une petite parenthèse là pour vous dire que souvent dans ce genre d'affaires ou même quand vous êtes mis en cause, les gens se lâchent. Et je sais pas comment vous dire ça. C'est pas parce qu'un individu vous ne l'aimez pas, il a un caractère de cochon ou ce que vous voulez, qu'il est un meurtrier. Hein. Je précise parce que beaucoup dans ce genre d'affaires te disent oui, mais excusez-moi de vous dire ça. Combien d'affaires où des gens ont tué, ont abusé, ont fait ce que tu veux et ils étaient très gentils, ils étaient polis, ils étaient aimables. Ça n'en fait pas de ça un innocent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, toute personne qui a un problème avec Cédric Jubilard, va se lâcher sur lui en disant oui, mais bon, à un moment il m'a agacé. Oui, c'est quoi le rapport? Est-ce que c'est un rapport avec l'enquête? Est-ce que tu es capable de me dire si tu as des preuves que c'est lui ou non? C'est ça qui nous intéresse. Le fait qu'après tu peux pas saquer parce qu'il est chauve, parce que sa gueule ne te revient pas, ça c'est autre chose. Peut-être qu'il est agaçant, peut-être qu'il soutient l'OM et toi tu soutiens le PSG, mais voilà, là, est-ce que concrètement
cet homme-là est problématique. Je n'ai pas la réponse, hein, je vous le dis. Hein. Il y a beaucoup effectivement d'indices qui laissent à penser que, mais on n'a pas de preuve directe. Effectivement, quand même, tout le monde dit qu'il parle beaucoup, il se fait remarquer, il se met en lumière, il peut être dominant face à les plus faibles. Voilà. Et puis, il est dans des valorisations qui sont plus ou moins intelligentes et plus ou moins adaptées. C'est un enfant qui n'a pas eu de validation parentale. Lorsqu'on n'a pas de validation, on cherche des valorisations. Toute sa vie, Cédric Jubilard, il aura cherché des valorisations. Est-ce qu'il a une revanche à prendre sur les femmes? C'est simple et compliqué à la fois. Bon, je crois pas. En tout cas, j'ai pas des éléments pour penser ça. En tout cas, sa mère est une pièce centrale dans l'écosystème Jubilard. Sa mère, effectivement, en tout cas dans la construction de sa personnalité, est une pièce centrale parce que c'est une mère qui n'est pas une mère. Elle est adolescente lorsqu'elle le met au monde et il n'y a pas de place pour lui, quoi. Il n'y a jamais de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui dans la maison. Il n'y a pas de place pour lui lorsqu'elle se remet en couple. Il n'y a pas de place pour lui lorsqu'elle déménage. Il n'y a même pas de place pour lui lorsqu'elle est placée en foyer. Donc, il y a ça. C'est une mère ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de ne pas le protéger des violences du beau-père, de ne pas les dénoncer. Lorsqu'on dit tiens, il y a peut-être une suspicion d'attouchement de la part du beau-grand-père, ben c'est pas grave, elle l'envoie quand même chez le grand-père. Par contre, lorsque la grand-mère porte plainte parce que quand même il y aurait des maltraitances supposées, ben là on peut plus aller chez la grand-mère. Vous voyez, donc elle est en incapacité de protéger. Par ailleurs, lorsqu'il commet des vols, ben là c'est pas grave en fait. Là c'est plutôt la faute de celui qui lui aurait pris de l'argent pour compenser le vol. Donc elle est en incapacité de poser un cadre juste. C'est sûrement aussi la raison pour laquelle d'ailleurs il se heurte beaucoup au cadre lorsqu'il est adolescent, pour se faire remarquer certes, mais peut-être aussi pour avoir une réponse qui fait enfin sens pour lui parce que... Alors voilà, excusez-moi, c'est l'enquêtrice de personnalité, hein. C'est pas l'avocate comme j'ai pu le dire tout à l'heure. On poursuit avec les premiers propos de Cédric. Cédric Jubilard qui est resté fidèle à sa ligne qui est la sienne depuis 5 ans. Bientôt, je conteste toujours les faits qui me sont reprochés. Voilà ce que l'accusé a déclaré au retour de l'audience à 14h ici à la cour d'assises du Tarn. Une déclaration qui fait suite à la lecture du rapport par la présidente de la cour d'assises ce matin. Un rapport qui évoquait pourquoi Delphine Jubilard n'avait pas pu disparaître volontairement, en tout cas d'elle-même. Pourquoi tous les faits accusaient Cédric Jubilard, et un détail a retenu l'attention des parties civiles et de leurs avocats, c'est que Cédric Jubilard portait une bague au doigt, à savoir l'alliance de son mariage avec Delphine Jubilard. Écoutez. Peut être filmé, mais exhiber l'alliance comme il l'a fait ce matin, c'est à mon sens, et c'est mon interprétation évidemment, quelque peu problématique. Ça peut être interprété comme un événement, un élément un peu provocateur, et donc c'est toujours très dérangeant dans ce procès où on souhaite de la sérénité et on souhaite que la famille puisse avancer et cheminer le plus sereinement possible. Pour tenter de percer le secret, le mystère Cédric Jubilard, cet après-midi, c'est l'enquêtrice de personnalité qui passe actuellement à la barre de la salle d'audience. Une enquêtrice de personnalité, qui est revenue sur l'enfance de Cédric Jubilard lorsqu'il a été placé, les premiers emplois de Cédric Jubilard, pour certains desquels il a été viré, sa consommation de cannabis jugée importante, et désormais, passage à la barre de cette enquêtrice est terminé. Elle fait face aux questions de la présidente de la cour d'appel et ce sera ensuite tout à... Donc voilà, alors franchement c'est très intriguant. Alors comme je vous fais remarquer, il y a tous les pays étrangers qui sont présents au procès. C'est vraiment quelque chose de mystérieux et qui intrigue et qui intéresse. Donc on repoursuit vite fait pour recontextualiser l'affaire. Donc, on en était à qu'on avait appris que Delphine, en fait, avait une relation extra-conjugale. Des bouts de papier écrits par l'infirmière confirment qu'elle souhaitait quitter le domicile conjugal et qu'elle préparait activement son départ. Elle avait prévu de s'installer à Albi avec son amant, qu'elle surnommait Petit Kiki, en raison de ses performances sexuelles. Ok. Delphine lui avait demandé d'être plus performant la prochaine fois. Un autre homme dont le comportement envers Delphine Jubilard est qualifié de pressant ou d'insistant par un témoin est entendu par les enquêteurs.
Il avait été condamné le 2 novembre 2020 dans une affaire liée à la voiture du couple Jubilard. Il nie toute implication et les gendarmes ne sont pas disposés d'éléments le reliant à l'affaire. Les voisins signalent la présence d'un camping-car garé à proximité du domicile de Delphine Jubilard dans les jours précédant sa disparition. Retrouvé et entendu par les enquêteurs, le propriétaire du véhicule est mis hors de cause. Le 5 octobre 2021, des gendarmes spécialistes en spéléologie interviennent à Cagnac-les-Mines afin de poursuivre les recherches. Les amis de la disparue continuent elles-mêmes à organiser des battues à la recherche d'indices. Ces recherches sont rendues difficiles par la topographie vallonnée et le passé minier de la région. Cependant, selon les habitants, la plupart des puits auraient été recensés et rebouchés depuis longtemps. En décembre 2021, les enquêteurs explorent une nouvelle piste. Cathy, nom d'emprunt, épouse de l'amant de Delphine, le confident de Motomban, qui utilise également le nom d'emprunt Jean dans la presse, a intercepté un SMS de son mari qu'il a envoyé à Delphine quelques jours avant sa disparition. Ayant demandé des comptes à son époux, elle contacte elle-même Delphine et discute avec elle. D'après Cathy, les deux femmes concluent un pacte. Delphine attendra la séparation de Cathy et de son mari au mois de janvier 2021 pour poursuivre sa liaison avec son amant. Le soir du 15, Delphine aurait brisé le pacte envoyant une photo d'elle en combi-short, et la veille de la disparition de Delphine, Cathy passe 145 appels à un numéro inconnu. Jean et Cathy sont ultérieurement mis hors de cause par l'enquête. Ce qui est quand même assez incroyable, parce que en fait, justement, pour ceux qui ne savent pas, tout laisse à penser que est-ce que c'est peut-être le conjoint, est-ce que c'est peut-être Cathy qui, voyant son mari l'a trompé et en plus l'autre ne pas respecter, décide de se venger, etc. Alors elle a été mise hors de cause, mais c'était une possibilité, hein, je précise. C'est pour ça que je vous dis, cette affaire intrigue. Le 17 janvier 2022, des fouilles sont entreprises dans une ferme incendiée en avril 2021, située dans le lieu dit Drignac de Cagnac-les-Mines. En effet, selon un codétenu de Cédric Jubilard, ce dernier lui a affirmé avoir tué son épouse avec un couteau et enterré son corps à cet endroit. Le codétenu affirme également que Cédric Jubilard a informé sa nouvelle compagne du meurtre. Dans l'émission L'heure du crime, le lundi 24 janvier 2022, le témoignage d'une voisine indique que Cédric Jubilard aurait été aperçu en direction du terrain de boules et aurait baissé la tête en l'apercevant le soir de sa disparition de sa conjointe. Le 13 septembre 2022, une reconstitution est organisée à Cagnac-les-Mines pour tenter de résoudre les zones d'ombre qui persistent dans cette enquête. C'est fou, c'est incroyable. C'est intriguant. Écoutons l'avocat maintenant de Cédric s'exprimer. Présenté depuis 5 ans ne correspond pas à la réalité. C'est tout ce que nous voulions mettre en exergue par le biais de nos questions. Le tyran n'existe pas. L'homme non travailleur, ça n'existe pas. Voilà, vous l'avez entendu. Nous avons enfin pu décrire Cédric Jubilard tel que nous le connaissons de manière équilibrée. Vous faites surtout ressortir que l'enfance cabossée de Cédric Jubilard ne donne pas l'être haineux qu'il aurait pu être. Je crois que ce qui est quand même très important c'est que on se rend compte qu'en dépit de son enfance cabossée, c'est un homme qui a développé Excusez-moi, il y a quand même des petits problèmes techniques, hein. Une certaine résilience. Beaucoup de témoins disent il n'était en colère contre personne, il était satisfait de tout. Et c'est vrai que là où la même enfance aurait pu donner un homme rempli de haine et de colère, on se rend compte, au travers des différents témoignages, des rapports socio-éducatifs, que ça a développé chez Cédric Jubilard une certaine forme de résilience, quelqu'un qui est un peu heureux de tout, un peu satisfait de tout, et qui s'adapte très vite aux situations quand elles lui sont imposées. Et ça, c'était important parce que le raccourci est trop facile entre une enfance cabossée, c'est-à-dire une enfance où on est victime, je dirais, et une enfance et un adulte, pardon, où on deviendrait bourreau. C'est un peu la tarte à la crème, je dirais, de la psychologie de comptoir, et on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé, en tout cas concernant Cédric Jubilard, ça n'a pas produit cet effet-là, et c'était important que cela soit dit, et que cela soit dit par des témoignages, mais également par des rapports socio-éducatifs et par des choses objectives. Sur les premières déclarations de votre client, qui est rappelé qu'il était innocent. Oui, c'est ce qu'il
dit depuis 4 ans et demi, donc il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de surprise. Et puis quand même, le dernier élément qui est ressorti, c'est que l'enquêtrice nous a dit qu'il n'est pas manipulateur. Vous imaginez tous les qualificatifs dont il a été affublé depuis 4 ans et demi, mais finalement, on s'aperçoit que tout ça, c'était un personnage qui était fabriqué pour essayer de le faire coller au fait qu'on lui reproche. Et ce qu'il en ressort finalement, c'est que c'est un individu, alors nous c'est comme ça qu'on le perçoit depuis 4 ans, mais encore faut-il que la Cour et les jurés le perçoivent de la même manière que nous. Il en ressort qu'il s'agit d'un individu qui est surtout extrêmement immature affectivement et a des traits de personnalité qui à l'âge adulte s'apparentent encore à ceux d'un adolescent. Et on le voit même dans son rapport avec Delphine, il se cachait pour fumer, il se faisait engueuler parce que les travaux n'avançaient pas assez vite. Quand il recevait des copains de 15 ans, 16 ans, il se cachait pour pas que maman, entre guillemets, le sache. Et donc ça, c'est important parce que c'est très éloigné de la description qui a pu être faite de lui. En le comparant à un adolescent, est-ce à dire qu'un ado ne pourrait pas commettre ce genre de crime? Rien à voir. On est très éloigné de ce que pourrait faire un personnage froid, manipulateur, pervers, etc. On est très éloigné de cela. Et c'est en cela que cette enquête de personnalité était importante et éclairante sur la construction et le parcours de cet homme. Il vous a dit un mot là, juste avant que vous sortiez? Comment il est Quel état d'esprit? Il est concentré, je sais pas, on n'a pas eu l'occasion de reparler avec lui, voilà. Il est concentré, il assiste à son procès et il écoute ce qui se passe et puis il espère qu'à la fin on va enfin comprendre qu'il est innocent du crime qu'on... Alors voilà pour aujourd'hui, tout du moins. J'espère que j'ai pu vous résumer l'affaire et savoir ce qui s'est passé aujourd'hui lors du procès. Moi, selon moi, il va être libéré. Hein. Il va être innocenté. Alors innocenté ne veut pas dire que c'est pas lui le coupable. Ça veut pas dire que d'ici quelque temps on retrouve la preuve et qu'il soit condamné. Mais pour ma part, si dans ce procès il n'y a rien de plus qu'auparavant, il sera innocenté. Il n'y a pas de preuve directe. Vous dites-moi en commentaire si vous avez des éléments, si vous savez, si vous avez une analyse à faire. Je suis preneur, je regarderai tout. Et à la prochaine. C'était le petit soldat.